Gaël Ginesté, professeur agrégé à l'université Paul Valéry, qui est membre de l'IRCL, donc je vous laisserai présenter ce groupe de recherche donc sur la période élisabéthaine, les Lumières, Shakespeare, et également membre d'un projet, ou partenaire d'un projet sur Shakespeare à l'écran, et plus particulièrement de la partie Shakespeare on Screen in Francophonie, donc Shakespeare dans le cinéma français et francophone. Donc Gaël Ginesté connaît très bien la période élisabéthaine, puisqu'elle est l'auteur d'une thèse de doctorat sur la mythologie dans les sonnets élisabéthains, sous la direction du professeur Yves Perret. Et puis Anne-Marie Constantini-Cornette, qui est venue pour cette table ronde spécialement de Paris, où elle enseigne à Paris 5, et qui est elle aussi une spécialiste du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'elle a soutenu une thèse sous la direction du professeur François Larocque, intitulée « Shakespeare à l'écran, esthétique de la représentation dans les adaptations des pièces au cinéma dans les années 80-90 ». Je pense qu'elle aura beaucoup de choses à nous dire également. Donc on va laisser la parole à nos intervenants et donc s'interroger plus particulièrement sur ce processus d'adaptation, de passage du théâtre au cinéma. Est-ce que filmer Shakespeare à l'écran, ça revient à filmer du théâtre, à produire du théâtre filmé, ou est-on dans un cas de création cinématographique? Quel type de création? Je pense qu'il y a beaucoup de questions dont certaines ont déjà été un petit peu lancées, sur lesquelles nous allons pouvoir discuter. Alors, je vais peut-être vous laisser redire quelques mots, voilà, de votre travail et donc de la manière, des pistes que vous aimeriez évoquer pour cette table ronde, notamment en relation avec ce qui a déjà été abordé tout à l'heure. Oui, bien, tout d'abord, en ce qui concerne, on parlait tout à l'heure du nombre d'adaptations, c'est un petit peu difficile déjà d'emblée d'entrer dans ce sujet, puisque tout est une question de qu'est-ce qu'une adaptation. Et il faut savoir que l'adaptation, c'est aussi une définition qui a fluctué. C'est-à-dire que ce qu'on accepte actuellement comme adaptation de pièces de Shakespeare est beaucoup plus large que ce qu'on acceptait dans les années 40, 45 et voire au moment du muet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a environ plus de 400, 420 disons, films qui sont répertoriés comme ayant un rapport direct avec l'œuvre de Shakespeare, mais comme je disais, donc, à l'intérieur de cette liste, qui n'est pas exhaustive du tout, on a différentes formes d'adaptation, donc des films comme par exemple celui que tout le monde doit connaître, le Roméo-Juliette de Zeffirelli de 68, qui reprennent vraiment la pièce quasiment mot pour mot, si ce n'est que souvent nous avons évidemment dans tous les films systématiquement, puisqu'il y a une question d'horaire, on en parlait tout à l'heure, une coupe d'au moins un tiers. Donc, et puis vous avez toute une série d'adaptations qui justement ont commencé à fleurir dans les années 80-90, mais toujours avec des références aux grands classiques, évidemment Laurence Olivier, ça reste le grand frère, Orson Welles, qui en fait s'amuse aussi avec le texte shakespearien tout en essayant de le comprendre, et ça c'est très important. Moi je pense qu'il y a de plus en plus de travail sur le mode de l'indirection, qui essaie de comprendre le texte et les thématiques shakespeariennes, quitte à le bouleverser, à intervertir des scènes, quitte à changer le texte, puisqu'il y a des très très belles adaptations de Kurosawa qui sont absolument reconnues actuellement, qui sont reconnues pour être des adaptations shakespeariennes et qui ne reprennent absolument pas le texte. Donc déjà le concept même d'adaptation est extrêmement complexe, et à cela s'ajoute l'idée évidemment du passage du théâtre au cinéma. Alors évidemment le théâtre c'est déjà destiné à être représenté. On voit une pièce de Shakespeare,
qui est représenté sur scène. Donc il y a déjà des effets de mise en scène, mais ce n'est pas la même chose que de lire le texte déjà. Donc on a déjà une première étape d'adaptation en quelque sorte avec l'adaptation sur la scène de théâtre. Et évidemment le cinéma peut apporter un certain nombre de choses comme les cadrages, le jeu de cadrage, les mouvements de caméra, qui peuvent à la fois donner de l'amplitude au texte ou, pour certains, et ça c'est très intéressant parce qu'il y a toujours une critique, disons, il y a toujours des gens très critiques, hein, qui peuvent au contraire aplatir le texte. Voilà, donc il y a toute une histoire aussi de la réception du cinéma shakespearien qui est tout à fait intéressante. Alors, on va en parler bien sûr, mais... Gaëlle, peut-être quelques mots sur votre travail au sein de l'IRCL et puis Shakespeare in Francophonie. Chacun le sien. Oui, j'ai le micro, je ne sais pas lequel choisir. Nous, on travaille à l'IRCL donc sur le XVIe siècle, également le XVIIe et le XVIIIe siècle. Nous avons commencé en 2008 ce projet qui s'appelle Shakespeare à l'écran dans la francophonie, donc sous l'impulsion d'un professeur italien, Maria Angela Tempera, qui est décédée malheureusement il y a quelques semaines, à qui aussi je veux rendre hommage. Donc c'est elle qui nous a entraînés dans cette folle aventure, qui est finalement d'essayer de recenser toutes les allusions, toutes les références, toutes les adaptations françaises ou dans le cinéma français et francophone des pièces de Shakespeare. Donc vous vous rendez compte que c'est un travail complètement de folie. On ne pourra, je pense, jamais être exhaustif de toute façon. Et donc petit à petit, nous compilons les références et pour l'instant, nous en sommes à 300. Voilà. Donc ne m'interrogez pas sur les 300 films, je ne les ai pas tous vus, c'est pas possible. Et donc, nous avons commencé par un premier constat. Évidemment, nous nous sommes demandé s'il existait des adaptations de Shakespeare au cinéma, des adaptations, des vraies adaptations sans transposition, etc., du style Branagh, Olivier. Eh bien, on a beaucoup cherché et on n'en a pratiquement pas trouvé finalement. Donc je ne sais pas s'il y en a que vous connaissez par exemple, que vous pourriez m'indiquer, mais nous connaissons quelques petits bouts de films muets comme la scène avec Sarah Bernard dont vous parliez tout à l'heure, qui fait 3 minutes ou quelque chose comme ça. Apparemment il y a un King Lear, un roi Lear également qui est muet, mais ce sont des films qui sont extrêmement difficiles à trouver, mettre la main dessus. Et alors plus récemment, en 1953, et c'est la seule adaptation vraiment proche de nous, encore que 1953 c'est pas non plus hier complètement, c'est un Marchand de Venise avec Michel Simon dans le rôle de Shylock. Alors ce film a été réalisé, c'est une coproduction franco-italienne, et il a été réalisé par un monsieur qui s'appelait Pierre Billon et qui était né dans le Gard, à Saint-Hippolyte-du-Fort, si j'ai bien regardé sa biographie. Donc s'il y a dans la salle des descendants de ce monsieur qui auraient une copie de ce film, qu'ils se fassent connaître, parce que c'est un film que je n'ai pas réussi à trouver, impossible de mettre la main dessus, pas de DVD, pas de cassette. J'interviens parce que nous avons eu, il y a 2 ans, un invité dans le Kent, et sur Internet, comme je savais que Radford, notre invité de cette année, allait... Il doit y avoir quand même quelques archives. Oui, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on se déplace à Paris. Bon, nous sommes des provinciaux, nous habitons loin. Et donc, nous n'avons pas pu mettre la main dessus. Donc, quelques dramatiques. Et puis, il y a aussi des téléfilms qui sont plus des adaptations, des transpositions. Par exemple, je crois qu'il y a 3 ans à peu près, il y a eu un téléfilm qui était passé sur France 3 qui s'appelait Les Héritières et qui se situait en Corse. Et c'était une transposition du Roi Lear. Voilà, donc avec un patriarche et ses 3 filles, et puis donc toute une bagarre pour un bout de terrain en Corse. Avec le contexte de la vendetta, c'est tout à fait adapté au Roi Lear. C'est ça, c'était ça. Donc après, dans notre base de données, nous avons aussi le théâtre filmé, donc par exemple celui que vous signaliez, réalisé par Don Kent.
Et puis ensuite, nous travaillons surtout sur la référence et l'allusion dans le cinéma français, c'est-à-dire que nous essayons de repérer dans quel film eh bien, il va y avoir un bout d'une pièce de Shakespeare qui va être filmé ou joué. Ça, il y en a quelques-unes. Et puis ensuite, toutes les références des personnages qui parlent de Shakespeare, qui racontent que hier ils ont été voir une pièce de Shakespeare. Et puis, oui, vas-y. Éric Romer, le conte d'hiver. Oui. Oui, le conte d'hiver, effectivement, le conte d'été aussi, où il y a une petite référence. Et donc voilà, c'est en gros le travail que nous faisons. On me demande si j'ai quelque chose à rajouter. Je veux dire que je suis évidemment incompétent pour parler des travaux qui sont évoqués devant nous en ce moment et dont je me réjouis, puisque j'ai connu une époque où l'université ne semblait pas s'intéresser particulièrement à ces aspects culturels du théâtre, du cinéma, et pire encore que de la télévision, parce que ça, la télévision, poids caca, n'est-ce pas, par rapport à l'université. Alors, c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes de... Il y a eu un peu partout un pillage, comme je disais tout à l'heure, des œuvres shakespeariennes, puisque c'est valorisant sur le plan culturel, et c'est quand même assez efficace sur le plan dramatique, n'est-ce pas? Donc, il y a eu toutes ces versions, mais je crois vraiment que le traitement approfondi des œuvres de Shakespeare est le domaine des anglophones, et que quelles que soient les bonnes volontés franco-françaises, voire italiennes, où il y a des vrais talents dans ce domaine, parfois certains Américains, on avait cité évidemment Orson Welles, il y a quand même une différence qui s'instaure entre ces gens du Royaume-Uni qui ont baigné toute leur vie dans Shakespeare, et puis d'autres qui sont des francs-tireurs de la chose, chez qui la bonne volonté ne fait pas défaut. Je me présente modestement comme un cas de ce type, mais il y a toujours une différence, ça je crois, y compris tout simplement par la pratique de la langue. On est dans une langue, on est au sens de naître, on est dans une langue, et quels que soient les efforts qu'on fait par ailleurs pour développer ses connaissances dans des langues de voisins, on reste quand même foncièrement français ou anglais et ainsi de suite, ou allemand bien sûr, hein, ou espagnol, j'espère que je n'oublie personne. Bon. Et donc je pense qu'il y a sûrement moyen, effectivement, comme vous le dites, de trouver des œuvres diverses, y compris des nanars, hein, parce que le nanar shakespearien, ça existe aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un certain culot d'une certaine façon, et qui s'embarquent dans des adaptations ou des citations de Shakespeare qui n'a pas mérité ça. Et évidemment, ça donne... Alors, pour l'universitaire, car il y a toujours une dimension, comment dire, un petit peu diabolique chez les universitaires, ils vont aller chercher ce que les autres voudraient oublier, n'est-ce pas? Il y a peut-être effectivement chez vous, je crois deviner chez vous, une intention maléfique, n'est-ce pas, d'aller chercher les pires films d'après Shakespeare. Enfin, après tout, la vérité, c'est la vérité. À propos de nanar ou de films, il y a eu aussi véritablement des pornos, dont un qui s'appelle Troméo and Juliet, qui est alors vraiment le summum du nanar. Donc évidemment, là, on a les extrêmes. Mais c'est vrai que lorsque vous parliez des modèles... Les extrêmes comme ça, vous voulez dire quoi? Il y a vraiment l'adaptation assez quand même respectueuse du modèle. Hein, on ne peut même pas parler de fidélité, puisque de toute façon, le modèle il est toujours transformé. Il y a toujours, dès qu'on passe devant un écran, il y a de toute façon un adaptateur. Et d'ailleurs, il faut quand même remarquer que Shakespeare lui-même était le premier des adaptateurs, puisqu'il a adapté évidemment Pétrarque, etc., Scipio, Bandello et tutti quanti. Donc, mais c'est vrai que le passage d'un médium à l'autre, de toute façon, ça oblige à trafiquer le texte, ça oblige à le couper déjà, et bon, à le comprendre d'une certaine façon. Et puis, il y a cette volonté chez les cinéastes, et c'est très intéressant chez les cinéastes qui ont été comédiens, comme bien sûr Laurence Olivier, comme bien sûr Branagh, comme Orson Welles, mais aussi Ian McKellen, qu'il ne faut pas oublier, hein, qui a fait un
prévôt Richard III en 95 ou 16. Et qui a été scénariste. Et il y a cette volonté de superposition qui parfois peut être un petit peu signe de redondance. C'est ce qu'on reproche souvent à Kenneth Branagh. Moi j'aime beaucoup Kenneth Branagh, mais c'est vrai qu'on me reproche parfois de vouloir faire du théâtre et du cinéma et un peu en même temps. Et c'est là où il y a un problème de langage, où il y a une intelligence du langage cinématographique qui est que, bon, alors j'ai une image verbale, cette image verbale, elle est complexe parce que Shakespeare c'est complexe, hein, c'est vrai, on ne comprend pas une pièce comme Peine d'amour perdue, on ne la comprend pas comme ça, même les spécialistes de Shakespeare doivent la lire plusieurs fois, c'est une pièce très compliquée, et donc il faut avoir cette intelligence d'utiliser la caméra à tel moment précis, par exemple avec un cadrage serré, pour faire comprendre l'image verbale du texte. Il y a même ce qu'on appelle des anamorphoses, des choses qui sont incompréhensibles dans le dernier film de Branagh sur Peine d'amour perdue. Vous avez cette image de l'amour tue, love kill sheep. Et tout d'un coup, à l'écran, on voit un mouton qui tombe. Quelqu'un qui ne comprend pas le texte, c'est vraiment du second degré, si vous voulez, quelqu'un qui ne comprend pas du texte, et le texte, qui ne connaît pas le texte, ne peut pas comprendre la présence de cette scène. Vous voyez, il y a toute une série, il n'y a pas, ce sont des adaptations au second degré, il y a beaucoup de clins d'œil, d'intertextualité. Branagh fait référence à mon grand frère Olivier, qu'il admire, hein, qui même si lui prend des partis pris différents dans son Henri V par exemple, ce sont deux partis pris totalement différents. Lui-même fait référence à Eisenstein, et c'est tout un jeu d'intertextualité qui rend les choses passionnantes. Et de toute façon, ce sont à chaque fois des relectures. Les autres intervenants veulent continuer justement sur cette idée de passage du metteur en scène du théâtre au cinéma ou de l'acteur. Oui, ça me faisait penser, je me souviens de la question que le monsieur avait posée tout à l'heure à propos du film, de la diction du film qui était daté, etc. Ce qui est intéressant de voir aussi dans les adaptations successives de la même pièce, c'est que chaque metteur en scène, en fait, construit son film un peu contre le film précédent. Parce que, évidemment, on refait un film sur Hamlet, on refait un film sur Macbeth tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Et évidemment, le metteur en scène a envie d'être différent, il veut faire des choses originales. Sinon, personne n'irait voir son film et ce ne serait pas la peine de le refaire, de toute façon. Et je pensais au dernier Macbeth, notamment, qui est sorti l'an dernier, que j'ai vu, et j'ai été très frappée par la diction des acteurs. C'est-à-dire que ça m'a semblé être une diction volontairement anti-théâtrale. C'est-à-dire qu'on avait des acteurs, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, oui. On a l'impression qu'ils sont là, qui marmonnent vaguement dans le vide, et c'est tout à fait contraire donc à un Branagh qui éructe, qui déclame, qui joue avec le spectateur, et donc ça m'a vraiment frappée, donc cette histoire de passage du théâtre à l'écran. Là, ce dernier film m'a semblé vraiment être de l'anti-théâtre filmé, vouloir être dans des cadrages intimistes, même à des moments où on aurait pu penser que Macbeth pourrait rugir, être en colère, s'agiter, eh bien il était là, il marmonnait, voilà, donc ça m'a pas tellement plu, j'avoue. Oui, moi j'ai été un petit peu, je suis en général très bon public, et j'avoue que j'ai un petit peu coincé sur ce dernier film, cette dernière adaptation, pour plusieurs raisons, parce que il me semble qu'ils ont pris un parti pris, enfin Kurzel a pris le parti pris de faire une adaptation naturaliste, réaliste. Or Macbeth, c'est quand même une pièce qui est sur le mystère. Et donc on rentre, en particulier la séquence d'ouverture, rentre sur la guerre, la violence, le naturalisme, ce qui a très bien marché pour le Henri V de Branagh, hein, fait en 89, mais ça marche moins bien pour cette pièce où il y a quand même cette idée d'un mystère profond qui est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Des critiques comme Wilson Knight, par exemple, parlaient du mal absolu.
Macbeth, c'est la pièce du mal absolu. Donc quand on rentre dans une logique naturaliste, où on montre des scènes de guerre avec le sang partout, c'est autre chose, c'est une autre perspective. La deuxième partie peut être un petit peu plus intéressante parce que le massacre des Macduff, par exemple, où il y a des lumières, il y a un jeu, c'est un peu plus surnaturel, et là on retrouve un peu cette logique-là. Et si on compare par exemple avec le Macbeth d'Orson Welles, qui est daté de 48 et qui a été aussi critiqué, mais pour d'autres raisons, lui il avait pris le parti pris de faire quelque chose de tout noir. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce Macbeth, qui a été beaucoup critiqué aussi parce qu'il y a des accents écossais, alors ils forcent c'est dommage parce que Orson Welles c'est un très grand acteur et il s'est forcé à prendre l'accent écossais. Jeannette Nolan parle avec l'accent écossais également. Lui, le parti pris, c'était un univers très onirique et d'ailleurs le même en noir et blanc que le Hamlet d'Olivier, et je crois qu'ils étaient en concurrence la même année, et Orson Welles a perdu contre Olivier qui avait déjà une petite avance avec son Henri V. Donc lui, il a représenté un univers qui est quasiment presque irréel. Hein, ce sont des grottes, c'est très primitif, il y a des croix celtiques partout. C'est très intéressant, mais c'est vrai que ce sont quand même des interprétations tout à fait différentes. Il n'est pas dans le réel, il n'est pas dans le paysage réaliste. Est-ce que vous avez vu ce dernier Macbeth? Oui, je suppose. C'est un film qui a été fait contre vents et marées, avec un tout petit budget et dans des décors de récupération. Hein. Alors je ne dis pas ça pour défendre Orson Welles, qui n'a pas besoin de moi pour être défendu, mais il avait un projet. La vie d'Orson Welles, de toute façon, c'est de se mesurer à Shakespeare, hein, du début jusqu'à la fin. Autant choisir des bons repères, n'est-ce pas? Il y en a certains qui choisissent autre chose. Lui, il avait choisi Shakespeare, je trouve ça tout à fait admirable. Et donc, là, le film est fait avec 3 francs 6 sous et avec des comédiens, effectivement, qui sont pris à droite, à gauche, qui sont souvent des bons comédiens, mais qui ont les qualités et leurs défauts qu'ils ont, c'est-à-dire des dictions qui sont absolument pas shakespeariennes, au moins au sens traditionnel du terme. Sans parler de sa propre diction à lui, qui est, bon, il parle pas à Shakespeare, il parle du Orson Welles, lui, hein, sa langue à lui, elle est quand même très particulière. Donc, moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que le côté bricolé, tout ça, je trouve ça assez émouvant. Le son même, lui-même, c'est un son de théâtre, c'est-à-dire c'est un son qui n'a pas été repris en post-production, donc de temps en temps, il y a des échos, il y a des choses comme ça. Cette comédienne qui fait Lady Macbeth, qui est absolument pas crédible dès le départ, Jeannette Nolan, elle arrive, on a l'impression d'une dame qui sortirait plutôt d'un roman du tournant entre le 19e et le 20e siècle, en quelque sorte, mais elle a une telle énergie en tant qu'actrice qu'on finit par oublier, y compris le costume qu'elle a, qui ne ressemble pas à grand-chose par rapport à une réalité historique quelconque. Et donc, en fait, c'est un hommage aux comédiens, ce film. Et évidemment, c'est peut-être pas la meilleure entrée dans l'œuvre de Shakespeare au cinéma. Si on veut convaincre des gens, il faut peut-être prendre d'autres films qui sont plus faciles. S'agissant de cette pièce, je voulais vous donner une anecdote qui est assez révélatrice. C'est Peter Brook, qui est quelqu'un de pas mal aussi dans le domaine théâtral, comme vous savez sans doute. Peter Brook m'avait dit, par exemple, qu'il ne voulait pas jouer Shakespeare, et en particulier Macbeth, parce qu'il y a les sorcières au début. Et il m'a dit, la tradition chez nous, et elle se vérifie, disait-il, c'est que si vous jouez très bien les sorcières, eh bien, les appels aux forces du mal qu'il y a dans le texte vont se vérifier. Et Peter Brook a dit, je ne montrerai jamais cette pièce à cause de ça. Vous voyez, et je comprends très bien ce qu'il veut dire, parce que, comme toujours dans les œuvres de l'esprit, il y a un moment où ça reste en dehors de la réalité, puis il y a un moment où ça rentre dans la réalité. Et donc, quand on écoute les sorcières, y compris en japonais d'ailleurs, j'ai pu savoir, moi elle me fait peur. Voilà. Alors, chez Kurosawa, dans le château de l'Araignée, qui, alors vraiment là, pour le coup, est vraiment un monument, hein, je crois, du cinéma, hein, il y a une seule sorcière. Et c'est une espèce d'être un peu androgyne, un vieil homme, une vieille femme, et comme Kurosawa, bon, il
il a fait une espèce de fusion avec la culture japonaise, donc il emprunte beaucoup au théâtre Nabucco, hein, et donc tous ces personnages sont représentés avec des masques, et il y a des masques, alors elle c'est le masque de la femme qui représente la folie. Ah non, ça c'est pour Asagi, Asagi qui est aussi un grand personnage, peut-être le meilleur personnage de Lady Macbeth, version japonaise. Voilà, il y a quand même des adaptations qui ne reprennent pas le texte, qui sont absolument fascinantes. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter non seulement à les voir, mais aussi à les montrer pour vraiment comprendre l'essence du texte shakespearien. Parce que, bon, il y a le texte, il y a les images, et puis il y a tout cet enchaînement de violence, comme vous disiez tout à l'heure, c'est cette universalité de la violence. Enfin bon, de toute façon, c'est pas un hasard si on représente des Roméo et Juliette dans le monde entier, s'il y a des Macbeth malgaches, parce que ce sont quand même des émotions primaires essentielles. Voilà. J'ai vu sur Internet, je crois, dans un récent festival de théâtre à Édimbourg, vous savez, un grand festival de théâtre, aussi un grand festival de cinéma à Édimbourg, une adaptation de Macbeth qui était transposée dans la guerre d'Irak. Et ça prenait une force considérable. C'est-à-dire qu'on était avec des bunkers, avec des gens en kaki, avec des masques à gaz, avec des kalachnikovs, des choses comme ça. Et je me suis dit, bah oui, on comprend mieux la guerre d'Irak grâce à Shakespeare. Enfin, on comprend, entendons-nous, parce que le dossier est particulièrement difficile et assez scandaleux, il faut bien le dire, et assez honteux pour le XXe siècle. Mais cette violence dont l'humanité n'arrive pas à se débarrasser, on la trouvait totalement, évidemment. Bien, donc on a déjà abordé pas mal de choses bien intéressantes, hein, donc sur la question de l'adaptation et l'adaptation du théâtre au cinéma. Hein, on a bien compris que c'est pas tout à fait la même chose que d'adapter une pièce de théâtre, un roman ou une nouvelle. Hein, c'est pas tout à fait la même chose, justement parce que, comme le disait Anne-Marie, on est déjà dans du représenté notamment. Vous avez parlé beaucoup aussi de la question de la langue, du texte chez Shakespeare. Alors peut-être qu'on pourrait maintenant continuer en réfléchissant à l'intrigue ou aux intrigues chez Shakespeare, parce que peut-être qu'une des difficultés aussi pour adapter les pièces de Shakespeare, hein, c'est que très souvent l'intrigue est complexe, ou très souvent il y a même 2 voire 3 intrigues qui s'entremêlent, ce qui ne rend pas la tâche du metteur en scène facile. Donc il y a ça, plus le fait, alors Michael Radford nous a beaucoup parlé de son Marchand de Venise, hein, et puis il expliquait bien aussi que au théâtre, on rentre immédiatement au cœur de l'action et que les choses se dévoilent peu à peu, par exemple dans le Marchand de Venise, d'où la nécessité pour lui, metteur en scène, de rajouter la première scène du film dans laquelle on voit Antonio cracher sur Shylock, de manière à ce que les spectateurs comprennent déjà un petit peu ce qui va se passer. Et puis, donc, lui, il a aussi assez bien géré ces 2 intrigues dans le Marchand de Venise en séparant nettement les lieux, hein, puisqu'il y a le château de Borgia qui est ce lieu onirique, et puis Venise où se déroule tout le reste. Donc il me semble voilà, qu'il y a beaucoup de cas justement dans les pièces de Shakespeare, hein, où la question de l'intrigue et des intrigues, la question du genre aussi, puisqu'il y a ce qu'on appelle les problem plays, hein, les pièces de la fin de la vie de Shakespeare, hein, qu'on a parfois du mal à placer dans une catégorie. Alors comment est-ce que tout ça joue et interfère sur l'adaptation cinématographique? Disons que, en ce qui concerne par exemple le genre de la comédie, il semblerait qu'au cinéma il y ait moins, il y en a eu quelques-unes très célèbres, hein, mais par exemple le Songe d'une nuit d'été de Yetter de 1935, il me semble que les tragédies ont plus de succès au cinéma. Alors est-ce que c'est parce que les intrigues sont peut-être plus simples? Par exemple, l'intrigue de Macbeth est relativement simple. Si vous prenez les pièces historiques, ça devient vraiment très compliqué.
Là, les pièces historiques, il y a énormément de personnages. Donc, réduire en 1h30 les Henriades. On a l'exemple évidemment de Chimes at Midnight qui a essayé de faire une espèce de condensé à partir de 5 pièces, mais parce que tout est focalisé sur le personnage de Falstaff. Oui, alors souvent, il y a, les passages comiques sont souvent sous-représentés. Il y a souvent des passages comiques qui ne sont pas représentés dans les films, parce que souvent, ce sont des intermèdes aussi. Donc, ils ne sont pas placés sur le même plan narratif que l'histoire elle-même. Donc, quand on doit couper, c'est peut-être ces passages-là qu'on coupe, ce qui, évidemment, amène des critiques. Parce qu'on dit très bien que dans les pièces de Shakespeare, il faut qu'il y ait cette oscillation permanente entre le comique et le tragique, et ça, c'est vraiment la logique maniériste ou baroque de Shakespeare. Donc, dès qu'on a un déséquilibre entre le comique et le tragique, si on se concentre trop sur l'histoire première, il peut y avoir ce déséquilibre. Oui, peut-être qu'un réalisateur qui veut réaliser au cinéma une tragédie, effectivement, pour ne pas dérouter son public, va couper tous les passages un peu paillards, un peu grivois, que l'on retrouve même dans des pièces extrêmement tragiques comme Hamlet. Voilà, c'est peut-être aussi une question du genre au cinéma qui n'est pas compatible avec l'essence des pièces shakespeariennes, qui était de contenir toujours, d'avoir toujours cette oscillation entre le comique et le tragique, du moins pour les tragédies. Je ne sais vraiment pas quoi répondre à la question que vous aviez posée. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre en route un film est une opération extrêmement complexe à tous égards, sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan technique. Et qu'est-ce qui fait qu'alors évidemment, vous avez des gens qui, à un moment donné de leur carrière cinématographique, possèdent un pouvoir suffisant pour franchir toutes ces barrières. Mais c'est rarement le cas et ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer un film avec une relative facilité, et puis si ça dure un peu, il y a un des financiers qui va disparaître, et ainsi de suite. C'est ce que Orson Welles a connu 36 fois dans sa carrière. Alors il avait une mauvaise réputation personnelle parce que c'était un personnage incontrôlable qui partait en voyage au moment où il ne fallait pas, qui se fâchait avec Pierre, Paul, Jacques, enfin bon, et qui mettait parfois beaucoup de temps à compléter ses films. Mais il y a d'autres productions, en revanche, qui se font dans une machinerie, y compris Hollywood s'est emparé à l'occasion de certains textes de Shakespeare, et donc là la machine tourne toute seule, mais en même temps c'est une machine qui a une vocation qui est celle du cinéma en général, c'est-à-dire de trouver des spectateurs, et en trouvant des spectateurs d'avoir des revenus. Alors c'est là où on rentre dans une espèce de dialectique qui est toute simple, c'est que dans le monde où nous sommes, très souvent la référence aux grands auteurs est perçue comme un repoussoir, ce qui est évidemment dommage. Mais si vous voulez aller voir Guerre et paix de Tolstoï, il y a des gens qui disent « Oh là là, je connais ça par cœur ». C'est tout à fait faux, c'est pas vrai, ils ne connaissent pas. Mais ça fait peur. Ou Victor Hugo, ou Chateaubriand, je ne sais pas qui. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet contraire. Alors parfois la télévision, en tout cas, arrive à ruser avec ses inquiétudes. Et c'est vrai que c'est parfois peut-être plus facile de vendre le produit, y compris en série plus ou moins déguisée, comme celle qu'on disait tout à l'heure. Mais de toute façon, quelle que soit la notoriété des gens qui interviennent dans ce domaine, y compris les plus grands, ils ont toujours des difficultés financières et techniques à résoudre qui sont considérables. Alors je ne parle pas du casting, puisqu'on dit casting en français, qui consiste à choisir les comédiens, parce que là aussi c'est un terrain miné. Bon. Alors, il y a un critère pour ce qui est des anglophones qui est la diction, encore que, quand on voit certaines productions américaines, on a parfois, effectivement, même quand on n'est pas anglais soi-même, des moments de surprise, disons, parce que la diction de certains comédiens américains est évidemment très, très, très éloignée de la diction, de ce qu'on attend de la diction shakespearienne. Donc les pièges sont multiples. Et même des gens, je vous dis, même des gens très importants arrivent à faire des films. Et ce que je voudrais, c'est que vous nous parliez de ce film malgache
dont on parlait tout à l'heure entre quatre yeux. Oui, alors moi j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur qui s'appelle Alexander Abella, qui était sur Paris et qui est maintenant, je crois, au Japon ou en Asie. À l'origine, c'était un océanographe et tout d'un coup, il a décidé de faire des films. Et donc, il a débarqué à Madagascar avec 2 personnes, donc ils étaient 3 dans l'équipe technique, avec dans l'idée, au départ, d'aller au fin fond, donc au sud du Madagascar, à la ville de Focap, pour faire un film de Macbeth avec les habitants du village. Donc c'était véritablement une expérience. Alors ils sont arrivés avec du matériel, avec beaucoup de caméras, ils étaient 3, j'ai oublié les noms, J.P. Jorgensen, etc. Et ils ont décidé de s'installer dans ce village et de communiquer avec les habitants et de leur faire retrouver par eux-mêmes l'histoire de Macbeth. Donc évidemment, là, il n'y a plus de question de langage. Et donc, il fallait retrouver la trame de Macbeth, il fallait qu'ils réécrivent un scénario. Donc ça a duré plusieurs mois. Et effectivement, la suite de ça, il y a un film qui a été produit, qui est assez court, je crois 1 heure, 1 heure et quart, qui s'appelle donc Maki Befo. Et Maki Befo, c'est un jeu de mots parce que ça ressemble à Macbeth. Mais ça veut dire aussi le singe malin. Voilà, le singe malin. Donc, Alexander Abella a été un petit peu connu des spécialistes du cinéma shakespearien, mais son film avait très peu de moyens. Là aussi, on parlait souvent des films très intéressants, expérimentaux, qui sont toujours faits avec vraiment le minimum de moyens. Et c'était également intéressant parce que c'était une pièce sur le pouvoir, donc le pouvoir absolu, et c'était à une période, ça a été fait en 99, et c'était à une période où il y avait eu énormément de problèmes politiques, alors je ne saurais trop vous dire lesquels, mais enfin il y avait eu plein de problèmes politiques à Madagascar, et donc cette thématique du pouvoir absolu rebondissait également sur le contexte politique local. Alors, pour mémoire, moi j'ai vu le film plusieurs fois et c'est tourné donc à Focap, dans un paysage totalement dénudé, dans des huttes, des huttes en bois. Les personnages ont leur dialogue, tout à fait simplifié, et en gros, évidemment, ça suit la trame de l'histoire. Donc là, on n'a plus du tout texte. Alors, pour mémoire, donc les sorcières ont été transformées en un seul sorcier, donc, qui s'appelle Victor, puisqu'il y a des sorciers à Madagascar. Et donc, voilà, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, c'est un chef de village qui va prendre le pouvoir, mais en fait, il n'y a pas d'histoire de richesse, il n'y a pas de roi véritablement. Donc, un chef de clan se fait supplanter par Maki Befo, donc qui va prendre sa place. Alors, il a fait également ensuite une deuxième expérience. Alors, le premier était en noir et blanc, le deuxième film est en couleur. C'est donc, ça s'appelle Souli, et c'est une adaptation également très libre d'Othello, qui a été tournée également à Madagascar, pas tout à fait au même village, mais cette fois-ci avec des personnages plus contemporains et en couleur. Voilà, donc 2 expériences malgaches. Il y en a beaucoup d'autres. Gaëlle, dans le cinéma français, est-ce que vous aimeriez revenir sur quelque chose de particulier ou nous parler d'une... Alors, vous avez dit qu'on était plus dans l'ordre de l'évocation, de la suggestion que de l'adaptation au sens strict.